You're listening to Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'émission Radcore où on s'entretient avec des créateurs sur internet sur le sujet de la musique et le rôle de celle-ci dans la production de contenu. Pour ce 5e épisode, j'accueille Scorch, qui est producteur de musique électronique, ingé son et maintenant streamer. Tu streams maintenant. Tu produis sur le label Infraspike, t'offres un coup de main au son à de nombreux créateurs et créatrices de contenu en ligne, en plus d'avoir des banques de sons autoproduites en libre de droit, donc c'est super pratique. Et sur Twitch, tu fais des DJ sets qui sont trop cool. Mais tu es pas là pour parler de toi, parce que tu représentes un collectif qui s'appelle Subrave. Créé l'été dernier avec l'Illicit et Wikimuxa, il y aura les liens en description, ou sur Instagram, vous traitez de plein de sujets en lien avec le monde de la culture rave. Vous êtes très engagé à gauche et traitez régulièrement de problématiques telles que la consommation de substances psychoactives ou la montée du fascisme dans la scène électronique. C'est un plaisir d'accueillir le collectif que tu représentes aujourd'hui. Avant de commencer, comment ça va ? Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette présentation ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, bonne présentation. Je dirais du coup que mes collègues du coup sont Lou et Vic pour les petits raccourcis. Et non, c'est très exact. On aura l'occasion de détailler un peu cette présentation tout au long de l'interview, mais très correct. Bien sûr. Et puis tes collègues d'ailleurs qui auraient dû être là, mais hélas, problème d'emploi du temps. On n'a pas réussi à se coordonner suffisamment pour pouvoir avoir tout le monde, mais ça n'est que partie remise. Alors c'est la première fois qu'on accueille un collectif, alors on va un petit peu bousculer les questions. Subraves déjà, qu'est-ce que c'est ? On se définit comme un collectif pour l'instant de 3 personnes, et avant tout et surtout comme un média de musique électronique. Et comme tu l'as très bien dit, médias engagés, principalement dans l'antifascisme, et on va traiter aussi pas mal de ces sujets-là, et de remise en cause, surtout aussi aussi bien de l'autocritique médiatique de la musique électronique qui se fait sur Internet et précisément aussi sur Instagram. Et on va écrire du coup sur ces thématiques avec chacun et chacune notre liberté d'écrire. C'est ça qui est aussi surtout le plus important. On va se soutenir entre nous, on va relire le travail de chacun et chacune quand on fait de la rédaction, quand on a des idées qu'on va mettre en commun sur des travaux aussi bien individuels que sur des articles qu'on va faire tous les 3 ensemble. Du coup, de quelle impulsion est-ce que c'est parti ce collectif ? Genre vous vous êtes connus comment et d'où est-ce que est venue l'idée de vous mettre en commun pour créer ce média-là ? Alors l'histoire en tout cas, ce sera du coup ma version des faits. Lou et Vic se connaissaient avant que je les connaisse toutes les deux. Elles écrivaient du coup pour des médias de musique électronique comme moi, et on s'en est en allé en fait chacun et chacune de ces médias-là en question pour exactement les mêmes raisons. Et en fait, on s'est connus et on a pris contact en fait sur Instagram parce que de pote en pote et mais je connais quelqu'un qui la connaît, enfin ainsi de suite quoi. On a vite pris contact en fait ensemble parce que on se suivait sur Insta et on partageait les mêmes convictions, les mêmes propos. Ouais. Et un jour, du coup, Vic m'a dit, vas-y, on va se rencontrer parce que j'ai un projet média et tout, et j'ai vu que t'avais passé quand même 7 ans dans une rédaction. Et en fait, une fois qu'on s'est rencontrés, en fait, il y avait le côté, les médias électro maintenant sont petit 1 devenus des régies publicitaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus grand monde qui écrit avec le cœur, mais plutôt avec le portefeuille, en gros. Ouais, c'est aussi une question qui se pose beaucoup dans les médias rap, etc. Ouais, ça a pété à la tronche de pas mal de médias rap quand tu as eu, si tu te souviens, l'article Mediapart sur les médias de rap qui ne précisait à aucun moment que c'était du contenu sponsorisé. On a grosso modo en fait le même souci en fait dans les médias électro, mais sauf que du coup vu que c'est un style musical qui est beaucoup moins représenté que le rap dans l'écoute générale de la population, en tout cas en France, ça passe un peu sous les radars, tu vois. Ouais. Et le petit 2, moi en tout cas de mon côté, j'ai quitté la rédaction dans laquelle j'étais suite à la non-prise de position de ce média-là lors des législatives.
Donc, c'est-à-dire que quand il y a eu pas mal de petits médias que je connaissais pas forcément qui ont pris position et que j'ai vu que la plupart des gros, en fait, ne le faisaient pas parce que, la bouillie habituelle de on n'est pas politique, on est apolitique, c'est pas notre sujet, tout on connaît ça. bien, quoi, oui. Vraiment, le chat GPT de la justification de ah non, mais tu comprends, insérer phrase. Tu vois. C'est-à-dire que même Squeezie a pris position, donc bon, à ce moment-là. Voilà. Donc c'était un choix que je n'ai absolument pas soutenu et donc je m'en suis barré en disant c'est bon, c'est la dernière fois que là JPP en fait, hein. Ouais. Vraiment JPP. Et la création de ce média du coup résulte en fait de cette expérience qui est partagée en fait par tous mes collègues au sein de notre nouvelle rédaction. Donc c'est-à-dire que c'était la non-prise de position dans un moment où il fallait prendre position parce que sinon c'est flag, quoi, en fait. Ouais. Au mieux, c'est de la complaisance, au pire, c'est de la collaboration, tu vois. Mais c'est quelque chose qui nous est devenu absolument inadmissible. C'est vrai qu'il y avait aussi pas mal de ces discussions-là de journalistes, quelle que soit la sphère de journalisme, qui quittaient leur rédaction par rapport au non-engagement, en tout cas, de leur rédaction vis-à-vis du génocide en Palestine. Mais du coup, beaucoup de journalistes, de médias, etc., qui se retrouvent un petit peu piégés là-dessus, avec de plus en plus de milliardaires, de grands groupes qui rachètent ces médias, et les journalistes à l'intérieur se sentent complètement un petit peu prisonniers, quoi, par ces nouvelles lignes, tout ça. Et pas forcément avec le même objectif politique, mais de facto, quand tu as des rédactions qui ont aucun but lucratif au début, et que les premiers sponsors arrivent et qu'on se dit ah tiens c'est sympa, il y a une rentrée d'argent et tout, mais que on se dit pas à quoi ça va nous servir et pourquoi on a besoin de thunes, et ben c'est la main dans l'engrenage alors que la main elle est pas équipée en équipement de sécurité, tu vois. En équipement d'engrenage, oui. Oui, voilà. La pente est glissante. Ouais. Et ça bouffe l'esprit d'une rédaction plus. Et compte tenu de ce truc-là, nous, à Subbrave, c'est... dans un premier temps, on n'a pas de sponsor pour l'instant et on n'accepte pas pour l'instant les partenariats et tout, mais on est en train d'en discuter et surtout de fixer des barrières, genre maintenant. Ouais. C'est pas quand il va y avoir les premiers partenariats sponsors, des collectifs qui viennent nous voir pour que ils nous payent pour qu'on puisse parler de leur soirée ou des trucs comme ça. Ouais, que vous fassiez leur pub, quoi. Ouais. Voilà, alors ensuite, tu vois, ça, c'est en train d'évoluer parce que là, on commence à avoir un peu d'ampleur, on commence à avoir des gens importants quand même qui nous suivent et des collectifs qui partagent aussi on a des idées communes avec pas mal de collectifs. Ouais. Et on se dit, ce serait sympa de faire des sponsors et tout, mais combien de sponsors par semaine max? Si on a de l'argent, à quoi il sert? On redistribue bien, par exemple... Il y avait chez Lou et chez Vic, par exemple, la nécessité d'acheter, genre, par exemple, des caméscopes, des micros, pour qu'ensuite on puisse faire des vlogs, on puisse faire des reportages aussi dans des soirées, des trucs comme ça. Ouais. Donc, c'est un truc qui soit vraiment orienté exclusivement sur du matos commun. Ouais, que ce soit vraiment bien encadré, qu'il y ait un plan de ce que vous allez en faire, etc. Ouais. C'est ça. Chose que on n'a pas vue quand on était dans nos médias respectifs, où l'argent venait, puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait on sait pas, quoi. Ou alors des trucs où on n'était pas d'accord sur le fait que le patron fasse quelque chose avec l'argent et que ta gueule, c'est moi le patron, tu vois. Donc voilà, c'est ce genre de truc qu'on veut du coup éviter avec notre initiative. Et on est surtout dans un écosystème assez sain qui est en train de... Même sain, c'est pas le bon mot, mais éthiquement parlant et politiquement parlant, qui sont ultra droits. Peut-être que j'aurai l'occasion de développer un peu plus sur l'entretien. Mais afin de ne pas l'oublier de les mentionner, je les mentionne tout de suite. Je fais un gros shout-out à Clubbing TV, Volteface, qui était l'ancienne page de La Pépinière, et maintenant l'influenceur un peu qui mêle musique électronique et psychosociale, qui s'appelle Collègue sur Instagram. Tous ces petits noms inspirent aussi d'autres petits médias qui commencent à se monter et tout, et on commence à avoir genre 5-6 médias / influenceurs / news, beaucoup plus ancrés politiquement et beaucoup plus droits, beaucoup plus transparents là-dessus,
beaucoup plus offensif, qui fait rudement plaisir, et on se dit, pour caricaturer, on est du bon côté de la barrière, tu vois. C'est un petit réseau qui se construit en réaction aussi à tout ce qui se passe dans le reste de l'industrie médiatique, en tout cas. Ouais, parce que je connais des pages Insta qui... Il y en a une, je vais la citer parce qu'en plus, je parle quelquefois avec le gars. C'est une page Insta qui s'appelle Studio Porn. Ouais. Et donc, c'est un mec, tu vois, il fait que des photos de gros studios d'enregistrement avec des tables 64 pistes, des compresseurs, des trucs comme ça. Ouais. Il y a eu, je sais plus quel événement, mais il y a eu, je crois que c'était Gaza, justement, la Palestine. Le mec a commencé à mettre des messages politiques prom-dug entre deux publications de studio en mode « Ah là là, super studio, schlack, un truc sur la Palestine, je ne peux pas me taire, je profite de... les 100K ou 200K personnes qui me follow sur cette page-là pour parler de la Palestine. Pouf, un truc de studio, paf, un truc sur le Liban. Studio, paf, un truc sur Trump, l'ICE, un studio. Et je trouve ça vachement intelligent et vachement ballsy, quoi, de se dire, toute la page depuis que je la fais, c'est que des trucs sur les studios, la musique et tout, mais là, je ne peux pas me taire. C'est-à-dire qu'il a monté son audience, il a créé une plateforme et maintenant, il s'en sert pour parler vrai, pour dire les termes, voilà. Mais on reviendra dans l'entretien sur votre stratégie qui est aussi... Je vois des similarités avec ça, on en parlera un petit peu plus tard. C'est quoi le profil type dans votre collectif ? Est-ce que vous produisez tous du son ? Depuis quand est-ce que vous faites partie de ce monde culturel-là ? On a des profils... je vais sortir une phrase de bâtard, on a des profils un peu différents, mais un peu similaires à la fois. D'accord, c'est un entretien d'embauche en fait. Oui, voilà. On va avoir Lou qui fait du management d'artistes à côté de écrire pour Subbrave. On va avoir Vic qui a énormément de connexions et de connaissances du milieu rave, surtout parisien et polonaise, et polonais parce qu'elle est aussi elle est d'origine polonaise, donc du coup elle voyage pas mal et donc du coup voit aussi les ambiances de pas mal aussi d'autres clubs, de comment ça se passe ailleurs, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi qui fais du son, prod, des trucs comme ça aussi de mon côté, qui a aussi mon petit réseau aussi de mon côté. Et on a pas forcément des profils différents, mais on a des accroches différentes un peu partout. Je vais pas avoir le même cercle de connaissances que Vic et Lou ont de leur côté. Surtout en plus en ce qui concerne les styles musicaux, on est aussi assez diverses. Lou va être beaucoup plus bounce, trance. Vic va être beaucoup plus dans la hardcore. Moi qui vais être plus progressive house, cyberpunk, des trucs comme ça, qui fait qu'on a des cercles de connaissances qui sont assez différents. Vic, je crois qu'elle veut apprendre à mixer. Lou, je pense que ça va pas tarder non plus. Et moi, je fais de la prod, DJing et tout. Donc voilà, c'est plus... on mélange un peu toutes nos passions et aussi nos cercles respectifs. Et c'est vachement intéressant. Dans cette émission, en même temps que de répondre à mes questions, vous avez quelques morceaux à nous partager. Le premier, c'est Star Shooter par Caravelle. Alors, avant qu'on se lance ça, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau ? Je prends la parole en tant que porte-parole du coup de mes collègues qui ne sont pas là aujourd'hui et donc du coup problème de train. Donc on salue, problème de train, la SNCF, mettez plus de trains dans la diagonale du 8 s'il vous plaît. On a choisi Star Shooter A3 pour ce qu'elle est, indépendamment de toutes les lectures extérieures. C'est un morceau qui s'impose naturellement par son énergie, sa clarté. Lou, de son côté, connaît Caravelle et ce qui la frappe, c'est à quel point sa musique lui ressemble. Il y a une cohérence évidente entre la personne et l'écriture. Star Shooter est une track frontale et directe. La dynamique est claire, presque solaire, portée par une rythmique efficace et bien calibrée. Le morceau avance droit, avec un groove lisible, sans détour inutile, pensé pour le mouvement et l'élan. Les synthés sont lumineux et simples, mais précis, et dessinent une trajectoire tournée vers l'avant. Il n'y a pas de nostalgie appuyée ni de recherche d'effets, mais une énergie continue positive qui fonctionne immédiatement. La répétition installe un état, plus qu'un moment spectaculaire. Ok, c'est marrant parce que du coup, vu que tu lis le message du groupe, on dirait vraiment qu'on est face à une critique musicale, un article de critique musicale. On a choisi le morceau à 3, je me suis dit, vas-y, je fais le porte-parole, donc forcément, il faut que je lise justement le compte-rendu qu'on a fait tous les trois. Que la parole de tout le monde soit représentée. Et ben, on va s'écouter ça tout de suite. C'est parti.
Pour passer à la partie 2 de cette émission, j'ai pas mal regardé vos posts sur Insta et dès votre 4e publication, vous mettiez déjà les pieds dans le plat en parlant du génocide en Palestine. C'est un sujet dont on parle quasiment jamais dans le monde de la musique et en fait c'est plus globalement tout le sujet politique entier qui est absent de ces sphères-là. Comment ça se fait selon toi ? On n'en parle pas du tout en fait dans nos milieux musique électro, et à l'instar en fait des grands médias traditionnels. Donc c'est-à-dire que quand à la gorge on est pris par des enjeux financiers parce que on s'est dit tiens c'est cool d'avoir de la rentrée d'argent et que on se dit cette rentrée d'argent doit être croissante, doit être exponentielle. À quel prix ? Dans la plupart des cas, c'est au prix du silence et de la non-prise de position politique. Donc de la même manière que tu vas retrouver ça chez BFM TV, chez des grands groupes médiatiques vraiment industriels, qui sont pris comme exemple par nos médias électroniques. Ouais, C'est-à-dire que c'est un modèle de professionnalisme du média. C'est ça. C'est vraiment... quand moi, je bossais justement dans ces secteurs-là, qui étaient complètement dépolitisés, ou alors c'était ah tiens, c'est bon, il y a tout le monde qui en parle, on peut en parler. Il y a eu vraiment le syndrome George Floyd, tu vois. C'était tant qu'il n'y a pas David Guetta et Adam Beyer qui en parlent, nous, on va pas en parler, tu vois. Ouais, je vois le genre. C'est assez grave en ce qui concerne justement ce côté très lâche, en fait. On va pas en parler parce que sinon, tu comprends, on va perdre des lecteurs, on va perdre des auditeurs, on va perdre des sponsors. Mais ouais, quand il y a un enjeu financier important pour la survie du média, j'imagine que oui, ça va pas mettre les pieds dans le plat comme vous avez pu le faire en parlant de la Palestine dès le 4e poste, quoi. C'est ça, et surtout que quand tu vois la différence, parce que moi, avant de bosser à Subwave, du coup, j'ai bossé 7 ou 8 ans, je crois, dans des parties médiatiques un peu plus traditionnelles. Ouais. Donc, ce qui fait que c'était à cette époque-là où, en fait, moi, j'ai claqué la porte parce que, justement, il y avait interdiction strictement d'en parler parce que tu comprends, on maîtrise pas le sujet, faut pas en parler, et des trucs comme ça, alors que moi, à côté, je pouvais me faire... Voilà, c'est... J'ai entendu une phrase qui m'a matrixé au tout début de ma prise de conscience politique, mais c'était... si vous comprenez quelque chose à ce qui se passe politiquement au Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Ouais. Tu vois, c'est cette phrase-là que moi, qui m'a matrixé mon adolescence ou des trucs comme ça, et que à la fin, on se dit, en fait, non, c'est très simple, en fait. Ouais, la phrase est dépolitisante à souhait. Alors que oui, ce qui se passe est simplissime, en fait. Par contre, il y a un enjeu médiatique à complexifier le truc pour que les gens se posent pas trop de questions et restent là en mode non, c'est trop compliqué, je prends pas parti, etc. Et c'est ça. Et de ce fait-là, c'est à mon avis une des armes en fait pour laquelle on silenciait justement des profils comme le mien qui voulaient en parler dans les médias un peu tradis et que non, tu maîtrises pas le sujet parce que moi-même je ne le maîtrise pas et donc du coup vu que j'ai un immense cerveau, tu vois, tu ne peux pas le maîtriser mieux que moi, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Alors même si cette phrase du coup pouvait être vraie, j'avais des potes universitaires, des potes militants, des potes qui avaient bossé justement le dossier, mais genre depuis plus de 10 ans, tu vois, qui pouvaient m'aider. Mais ah non, hors de question qu'on en parle. Tu comprends, je veux continuer à voyager. Il y a aussi ça, tu vois. Ouais. C'est en mode ah là là. là. Blacklisté de certains endroits parce que ça en a parlé dans mon journal. Ouais. Ah oui. Tu vois, dans un univers parallèle, je vois très bien le genre de ah non, on va pas commencer à critiquer ce qui se passe aux US. Tu comprends, je veux y aller encore, tu vois. Ouais. Je vais ah non, tu sors pas que tel ou tel artiste critique l'ICE, critique l'administration de Trump parce que tu comprends si à la frontière on m'empêche justement d'aller à New York parce que on a pondu ce truc, tu comprends, vaut mieux pas le publier, tu vois, clin d'œil. Il y a presque un truc de liberté individuelle. Ouais, carrément. Mais même au-delà, en mode c'est ne pas mordre la main qui peut potentiellement te nourrir. Ah tiens, ça me rappelle quelqu'un. US, ouais. Et justement aussi, on se pose aussi la question en fonction de chez Subwave de si on poste un truc, comment ça va nous retomber dans la gueule.
Est-ce que ça va nous retomber dans la gueule? La réponse, pour l'instant, à mon avis, c'est non, parce qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas TF1 non plus, tu vois. C'est. Bah, ça tombe bien parce que c'est la seconde question de cette partie, parce que bah, vous êtes beaucoup plus engagé que la majorité des collectifs qui parlent de musique. Il faut le dire. Est-ce que ça vous a causé des problèmes avec d'autres groupes, avec des labels, avec des créateurs, avec des lieux aussi potentiellement? À ma connaissance, pas encore. C'est-à-dire pas encore, que mais ça va venir. je pense que ça va venir parce que de toute façon, on évolue dans un milieu que moi je qualifie en tout cas de lâche. Tu vas avoir aussi bien autant de lâches et de protecteurs du statu quo que de gens qui veulent un peu faire bouger les choses. Bon, les gens qui veulent faire un peu bouger les choses, justement, nous, on est en une minorité. Le constat s'impose dans la mesure aussi où même les gens qui veulent faire bouger les choses et qui sont en situation de pouvoir sont tellement, genre, isolés les uns des autres, qui baissent les bras tout de suite. C'est-à-dire que quand tu vas parler avec tel gros DJ ou tel gros média ou des trucs comme ça, la première défense, ça va être non mais tu comprends, moi tout seul, je peux pas changer les choses. Ouais. Et d'où l'importance du coup d'avoir des réseaux de contacts entre créateurs, entre médias, etc. quoi. Ouais, ce qui fait que j'ai déjà eu des conversations avec des gens qui me confient en background que l'intégralité de leur arbre généalogique était anarchiste au dernier degré et que eux aussi sont anarchistes au dernier degré, mais que pris dans l'étau et dans l'injonction d'être le plus lisse possible, ils ont plié. C'est des gens qu'il ne faut pas trop leur rappeler en fait qu'ils sont de gauche radicale, si tu veux, parce qu'ils sont en dissonance absolument totale avec leur vie professionnelle. Des artistes qui vivent de leur art et qui ont une maison et parce qu'ils se sont tus. Ah, tu leur rappelles ça, c'est. On peut parler d'autre chose, STP? Vite. Je commence à. Je commence à me poser des questions sur moi-même. Tiens. Ouais, la dissonance n'est pas agréable à entendre. Ouais. Alors ensuite, voilà, c'est vraiment question ouverte, c'est est-ce qu'il faut leur jeter la pierre ou alors c'est comment tu arrives à les convaincre qu'il faut justement faire partie d'un réseau pour qu'ils se disent je suis dans cette situation-là, comment je peux agir? Ouais. Même la théorie du sabotage en interne je suis dans un milieu absolument horripilant, fascisant, capitaliste as fuck et tout ça, mais ces gens-là m'écoutent. J'ai ma prise de conscience, comment j'agis. Je sais pas comment bien le formuler ou comment bien faire passer cette idée-là, mais Ouais, mais on comprend aussi, je veux dire, quand t'es dans un milieu qui a pas du tout la même classe sociale que toi, les mêmes positions que toi, si t'as un petit peu d'audience vis-à-vis de ça, autant s'en servir, quoi. C'est aussi, c'est le cas aussi chez Subbrave, on est dans des situations vraiment privilégiées, chacun et chacune. Comment on agit aussi, chacun de notre côté, aussi dans les milieux dans lesquels on évolue aussi professionnellement, même en dehors de Subbrave, tu vois, c'est vraiment... parce qu'on s'est réunis tous les trois, on a discuté, on fait des articles, on va mettre le projecteur sur des artistes issus de minorités, on va mettre le projecteur sur des collectifs, sur de l'histoire, sur des archives de l'époque, le début de la techno, la techno, je vais encore dire une banalité, mais créée par les communautés noires, LGBT, de House à Chicago, Détroit pour la techno. Comment ces lieux-là ensuite ont suffisamment grandi pour que justement il y ait une communauté qui puisse se retrouver dans ces lieux-là. Et au fur et à mesure de l'histoire, quand les majors de musique électro ont vu en fait le potentiel le potentiel financier de ce genre de musique-là via des moments historiques comme par exemple la French Touch. La French Touch, Hot Take, c'était la Parisienne Touch. Oui, complètement. la Versailles Touch. C'était vraiment la Bourges Touch, tu vois. C'est la plupart sont des blancs bourges à Paris qui ont pris la technologie, le savoir-faire et l'art en fait de ce qu'ils faisaient justement à Détroit, à Chicago ou des trucs comme ça, et qu'ils se sont dit tiens, on va le mettre ensuite dans on va le diffuser à Paris, ça prend un petit peu à Lyon, ça prend un petit peu à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, des trucs comme ça. En parallèle de ça, tu vas avoir toutes les free parties
qui vont se faire exploser la tronche par les différentes répressions et tout, que moi je date de 95. Je crois que c'était la circulaire Pasqua qui a vraiment criminalisé tout ce qui est rave, free party et tout. Oui, ça suit toutes les directives au Royaume-Uni sous Thatcher, hein, où il y avait grosse criminalisation de la culture rave, quoi. Mais ensuite, bon, dans cette French Touch, tu as quand même des esprits qui ont très conscience de ce qu'était justement le fait de prendre ce que les Noirs, LGBT, personnes minorisées faisaient du coup aux États-Unis et le réutiliser ici en France. Je pense par exemple à Laurent Garnier, Étienne de Crécy, qui sont des personnalités qui encore aujourd'hui quand il y a des législatives ou des élections en tout genre, sont hyper vocales dessus et ils disent gauche radicale, Mélenchon pour les présidentielles, LFI, NFP pour les législatives ou des trucs comme ça. Et que c'est des gens qui sont ultra écoutés parce qu'ils sont de toute façon mis sur un piédestal depuis ces années fin 90, début 2000, tu vois. Et que eux, ils se sont dit, il faut qu'on soit à la hauteur de l'héritage. Ouais, ils n'ont pas perdu le nord, quoi. Alors que y en a beaucoup d'autres, ils ont complètement siphonné le truc et ils s'en cachent, bien sûr, parce que ce sont des personnes qui ne vont pas prendre position, mais l'amour de la musique, bien sûr, music is the answer, bien sûr. Ouais. Mais quand il faut protéger en fait les personnes dont ils ont en fait volé l'héritage culturel, bizarrement il y a plus personne, quoi. J'ai une question qui est pas prévue. Le public, il en pense quoi, grosso modo, du sujet politique? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tous ces discours de non, on est là juste pour kiffer, on veut pas s'embrouiller avec de la politique, mais que t'as quand même genre pas mal de, je veux dire, une jeunesse qui est globalement progressive, qui accueille relativement bien ces sujets-là. Et que quand t'as les artistes à côté qui disent je suis pieds et mains liés, on est encore dans une situation où en fait c'est pas le public qui leur lie les mains, c'est les labels, c'est les gros producteurs, c'est ces grosses boîtes là. Alors c'est quoi l'écosystème par rapport à ça entre le public et les gros labels? Je vais dire que l'image justement qui est véhiculée par les artistes qui ont justement ces poings et mains liés sont décidés de toute façon par leur management, par leur label. Ils sont liés par un contrat qui fait que, grosso modo, tout ce que l'artiste va produire sont ensuite de la propriété en fait du label en question. Et au niveau de l'image, ça va être justement des équipes de com complètement indépendamment de l'artiste, et que l'artiste, dans certains cas, c'est limite s'il n'est que avis consultatif, si tu veux. Ouais. Ou alors que justement cet artiste est tellement gaslight, parce que là c'est le bon terme aussi, par les managers, les équipes qu'ils ont derrière, qui sont payées par justement l'écosystème vraiment capitaliste 101 entre les commerciaux, les marketeurs, les managers, les tour managers, les directeurs de label, directeurs d'exploitation et tout ça, et que tout le monde va essayer un peu de... Il faut vendre, et pour vendre, il faut être consensuel, et pour être consensuel, tu parles pas de Gaza, en gros. Ouais. Et cette image-là, c'est ça que le public va recevoir. Quand j'ai des conversations vraiment privées, malheureusement, elles restent privées. C'est des gens qui ne vont jamais ostensiblement dire je suis antifasciste, alors qu'en fait l'intégralité de leur équipe sont à minima des conservateurs plus, tu vois. Ouais. Mais ensuite tu as des artistes justement qui disent il faut que j'en parle parce que sinon je pourrais pas me regarder dans un miroir. Et je pense notamment du coup au dernier article que j'ai écrit qui fait le parallèle entre le traitement qu'on a réservé, grosso modo, aux artistes russes et israéliens. Avec ce qu'on sait, c'est Russie a envahi l'Ukraine, Israël envahit la Palestine et Cisjordanie, Liban, oui, la quand colonise Israël, avec ça, oui. Voilà. Versus les artistes américains, quand tu as les États-Unis qui vont bombarder tout le Moyen-Orient, qui vont bombarder le Venezuela, qui commencent à avoir des velléités sur des territoires européens, et Amérique du Sud et Amérique latine, Mexique, enfin
Tout, même le Canada, allô, et que ces artistes-là, ben, soit ils parlent pas, soit ils sont d'accord, soit ils en parlent. Et il y en a deux, en tout cas, qui ont parlé frontalement de ça. C'est par exemple John Summit, qui est une énorme figure tech house, melodic house en ce moment, américain, qui a dit, qui a relayé des posts fuck Ice, tu vois. Et t'avais beaucoup de commentaires en mode reste apolitique, gaucho, tu Oui, me reste à déçois, ta des place, trucs comme quoi, un ça. peu. C'est ça. Et lui, il retweet en disant oh, ouin, j'ai perdu tout mon public homophobe et raciste, ouin. En mode full second degré. Ouais. Et il y a lui et il y a Sarah Landry, pionnière de la art techno telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais, grande artiste. Hein, ouais. Qui, elle, a déménagé alors à Berlin dans un premier temps, et je crois que maintenant elle est à Amsterdam, mais qui dit mon pays est devenu fascisant, tu vois. La propagande américaine ne doit pas vous atteindre et tout, venant elle-même de ce pays-là. Ouais. Donc là, tu dis, ok, sauf phare, camarade, tu vois. Mais en plus, elle a un public ultra queer et très divers et tout, donc elle le sait. Et je pense qu'elle fait vachement attention, elle en a conscience, versus Nicki Minaj, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que la musique électronique a quand même beaucoup, je veux dire, un public qui est très varié pour le coup, mais qui a énormément de personnes queer, de personnes marginalisées qui se retrouvent dans ces lieux-là et autour de cette musique-là, quoi. Il y a qu'à voir, pour le coup, une artiste canadienne, mais Rez, qui est une artiste découverte par Deadmau5, mais genre en 2014-15, qui avait signé son premier et deuxième EP, je crois. Et maintenant, elle est complètement indé. Elle fait des concerts ultra impressionnants et même visuellement. Day One, sa communauté, c'était LGBT américain, canadien, parce qu'elle-même revendiquait lesbienne. Et très open là-dessus. Alors que elle pourrait très bien le cacher en mode ah non ça va être politique, il faut pas que je le dise, ou alors il faut que je le dise mais très bas et pas beaucoup de fois. Ouais, comme font beaucoup d'artistes au final. Mais elle est en mode let's go, voilà, moi je suis comme ça et tout. Et sa communauté la suit pour l'intégralité de sa personne, en plus de sa musique bien sûr qui est vraiment unique et novatrice. Mais voilà, c'est des gens qui ouais. Et ce côté d'appartenance est d'autant plus fort quand les artistes ils se taisent pas. La rançon de la gloire un petit peu, c'est si tu parles, les gens qui te suivent pour des idées que vous avez en commun, ils vont encore plus te suivre parce qu'ils sont en mode ce qu'il dit ou ce qu'elle dit là, c'est ultra risqué. Ça lui coûte en notoriété, en date, en blacklisting ou tout ça. Je vais la soutenir pour ça, parce que elle dit vrai, tu vois, pour essayer d'être le plus généraliste. Voilà, elle dit les termes, basé, girl boss, slay, tu vois. Et t'as la frange au centre qui va, plus ou moins rester en disant oui, bon, c'est ok, de toute façon, j'aime bien ce qu'elle fait, donc si elle est pro Palestine, mais qu'elle fait des bangers, moi ça me va, tu vois. Bon, tu dis c'est à minima la frange de ton audience que tu dis quoi que je dise, tant que je fasse des bangers, ils me suivent. Bon, voilà. Oui, bah oui. C'est ça. Et t'as des John Summit qui sont en mode ah mais j'ai perdu tout, j'ai perdu tous les fachos de ma fanbase. Moins second degré, tu vois. Bon, est-ce grave hein. Alors évidemment sur ce Brave vous parlez de plein de sujets entre guillemets sensibles, mais vous gardez quand même genre tout un tas de publications, de recommandations, de critiques, comme un média standard si j'ose dire. Comment est-ce que vous balancez le côté média militant et le côté média culturel? C'est vraiment au gré du vent et en fonction aussi de notre humeur et de qu'est-ce qu'on veut traiter en fait cette semaine. C'est là où en fait on est vachement libre et que en même temps on a une responsabilité sur nos engagements médiatiques et politiques, et en même temps on se fait plaisir en disant ah
entre parler de Spotify, les fachos, l'ICE et les différents génocides de la planète, nous allons écouter du Caravelle. Nous allons vous faire découvrir le nouvel EP de Maïri. On va vous faire découvrir cet ancien single de Paola Temple. On va vous faire découvrir tel ou tel collectif hardcore qui est en train de se monter sur Paris, sur Nantes ou des trucs comme ça. C'est vraiment en fonction de nos humeurs aussi vas-y, aujourd'hui je veux aligner 2-3 personnes versus là aujourd'hui j'ai découvert tel morceau, tel EP, je vais en parler parce que c'est trop bien. Ouais. Donc on le balance vraiment, c'est très aléatoire en fait. On perd pas de vue le côté militant, mais on perd pas de vue aussi que on veut parler aussi principalement de musique quand même. Et quoi de mieux que lier en plus des artistes que on sait qu'ils sont pas fachos, à minima, tu vois. On fait quand même un petit check des artistes dont on veut parler. Donc voilà, c'est aussi bien en fait, on va parler musique, mais en même temps, l'artiste qu'on va recommander, la personne est recommandable en tant que telle, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que ça fait... tu sais, il y a les deux côtés, les gens qui peuvent tomber dessus parce que vous faites des recos de musique qui sont cool. Vos posts plus politiques sont mis en visibilité chez eux alors qu'ils auraient peut-être pas ce média-là qui en parle. Et de l'autre, des gens qui accrochent pour le côté plus gauchiste, plus militant, et qui en profitent pour découvrir des artistes super cool. Mais c'est pas plus réfléchi comme un plan de construire une audience d'abord en parlant que de musique, puis après en les radicalisant tout doucement en mettant des postes politiques, quoi. C'est pas réfléchi comme ça. Non, pas. On n'en est pas encore là, et en fait, s'il y a cette impression-là, elle est complètement fortuite. D'accord. Voilà. Est-ce que de nous-mêmes, on va dire, on est un média militant? Peut-être, tu vois, mais on va jamais dire nous sommes une organisation politique ultra réfléchie avec un plan en 64 étapes de Machiavel. Sûr, voilà. Il y a dans la team, il y a des big brains, mais mais pas de cet ordre-là. C'est d'accord. Voilà. D'accord. Avant de passer à la suite, tu as choisi pour le deuxième morceau Tsuki de la productrice de musique française Rouge. On en parle juste après. On a sélectionné du coup tous les trois du coup ce morceau de Rouge qui s'appelle Tsuki, qui est actuellement en fait sur ce vinyle de la productrice Rouge et que on connaît aussi tous les trois. On a du coup choisi justement ce morceau-là parce que c'est un de ces morceaux qui nous réunit aussi. Sachant que Rouge est aussi une des premières artistes, si ce n'est en fait la première artiste qu'on a décidé de mettre en avant avec Subbrave. C'est une productrice qui mêle des univers techno et cyberpunk, et c'est ce qui se retransmet super bien dans le morceau qui s'appelle Tsuki, qui est disponible sur son album, son premier album qu'elle a sorti elle-même toute seule en self-release sur son label Midnight Mana. L'album s'appelle Legacy, et Tsuki est la forme absolument parfaite entre de la techno un peu indus, du cyberpunk et de l'EBM, donc Electronic Body Music. C'est une forme esthétique en fait que moi je trouve vraiment résolument techno et cyberpunk, et c'est un morceau qui allie ça avec un kick bass qui va être typiquement techno, vraiment très basique et très classique du terme, et avec un break qui va être de l'ordre de la DA d'un Blade Runner, d'un Akira, Ghost in the Shell, même un peu Elden Ring. C'est un jeu vidéo que elle affectionne particulièrement.
Elle a dit à plusieurs reprises si je suis pas au studio, je suis devant Elden Ring. Et elle a bien Et raison. elle a bien raison. Et ça se retransmet du coup sur les morceaux de cet album-là qui allie justement du cyberpunk et un peu de fantasy, de dark fantasy. Et Tsuki en est un des parfaits exemples. Et c'est une de nos recommandations avec Caravelle qui nous tient le plus à cœur à Subbrave. Let's go, c'est un super morceau en plus, hein. Moi je l'ai écouté avant l'émission, Ah il oui. est trop bien. Pour la troisième partie, tu voulais nous parler d'un large sujet mais ultra intéressant, c'est le fascisme dans la musique électronique. Alors c'est quoi les bails avec ça? Alors les bails avec ça, c'est difficile de mettre un espèce de point de départ, mais on va se contenter aujourd'hui d'un point de départ qui a été en fait l'après-Covid et la réouverture des clubs avec le contexte politique mais mondial en fait de ce truc-là. On est dans un moment d'international fasciste et qui gangrène absolument, enfin partout en fait, la musique électronique en faisant partie. De plus en plus, on a vu émerger des articles concernant l'extrême droite dans la musique électronique et particulièrement dans la art techno. La art techno étant ce genre musical qui était underground depuis des années et des années, depuis sa création en fait. Ouais. Et tu as eu, après le Covid, cette injonction à rattraper le temps perdu. Donc, tu vas avoir des musiques ultra hardcore, indus, et qui vont vite. Les morceaux durent pas très longtemps, parce que émergence de TikTok, les Reels Insta, tu dois capter l'audience avec 2 secondes de musique, sinon ça swipe. Et avec du coup typical aliénation, injonction des labels, aliénation des artistes de c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Ouais. Et cette esthétique dure comme ça, on a vu de plus en plus soit des artistes qui font mine de non mais la musique nous rapproche et tout, mais qui sont en backstage les derniers des fachos. Pareil pour des collectifs. Même en France, tu vas avoir des collectifs qui, en façade, va dire on est divers, LGBT friendly et tout, et que en backstage, c'est les derniers des fachos, parce que tu as des esthétiques dures. Tu vas avoir par exemple, les Gormiti, par exemple, les artistes qui, jusqu'à présent, ne parlaient pas de politique, mais que quand tu vas avoir des Trump qui sont au pouvoir, des Mélanie, de plus en plus de gens qui vont être à l'aise à dire vous savez, dans notre société, ce qui se pose problème, c'est l'immigration, des trucs comme ça. Ouais, ils se sentent autorisés à tenir ce genre de propos. Voilà. Quoi. Donc en fait, c'était des gens qui jusqu'à présent en fait faisaient raser les murs en fait. Ouais. Et tu vas avoir des esthétiques, genre je pense direct à Oli Priest. Si vous regardez la page Insta de Oli Priest, il y a 3 red flags en une personne. C'est absolument fascinant. C'est go muscu, cagoulé avec genre une énorme croix chrétienne qui masque l'intégralité du visage, gilet pare-balles. Oui, bon. Là, tu poses des questions en mode quel est le message de ce type d'artiste? Ouais, c'est-à-dire que esthétiquement, ça appelle à tout un imaginaire particulier, quoi. Ouais. Tu vas avoir ça, tu vas avoir des collectifs qui reprennent des esthétiques intégristes, très facho en fait, mais même des siècles anciens avec des symboles qui ont été repris ensuite par l'extrême droite. Ouais. La croix gammée n'étant un exemple en fait parmi d'autres, et que ensuite ils vont dire pris de la main dans le sac, ah non nous on ne savait pas, nous on voulait juste l'esthétique, tu vois, enfin ce genre de truc, tu vois. Non mais c'est un symbole hindou. Oui voilà, t'inquiète, ça veut vraiment pas dire ce que vous pensez et tout, mais vous avez fait des recherches ou alors vous êtes vraiment des fachos, mais genre discret, tu vois, en se disant des fachos infiltrés en fait dans notre sphère de musique électro, techno, et que en fait voilà, vous rasez les murs jusqu'à ce que là on peut commencer un petit peu
à gagner un peu de terrain en Ouais. fait politiquement dessus. Et c'est une première, ce genre de choses, parce que est-ce que moi j'ai l'impression que la musique électronique ça a toujours été quelque chose de genre très très divers en termes de public, d'audience, de gens qui en font aussi. Je veux dire, c'est pas pour rien que ça sort des milieux marginaux à la base. Mais est-ce que genre il y a déjà eu des mouvements, des groupes, des artistes racistes, fascistes dans cette sphère-là? Si je compare à l'univers métal, par exemple, qui est... Ouh, c'est un autre lore, hein. Oui, voilà, mais Mm. dans ce lore-là, moi, de ce que j'ai entendu et de ce que je comprenais de ces lores-là, c'est quand il y a des groupes néo-fascistes ou néo-nazis, si tu veux, ils s'en cachent pas. Ouais, dans le métal, il y a ça beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont pas nombreux, mais on en entend beaucoup parler, mais ils se cachent pas du tout. C'est-à-dire que ça va reprendre vraiment mot pour mot les discours nazis, l'esthétique du nazisme, etc. C'est assez hard, ouais. Bah, dans la techno, parce que aussi, tu as aussi le fait que la techno est une musique principalement instrumentale. Donc, il va pas y avoir de paroles. Donc, si tu veux essayer un peu de percer à jour la politique derrière l'artiste, c'est compliqué, Ouais, c'est plus en complexe, fait. ouais. Tu fais un morceau avec juste une TR 808 909, une TB 303 pour l'acide, et là tu dis ouais là je peux pas deviner là. Ouais, mais l'esthétique par contre de l'artiste ou du collectif dit beaucoup, quoi. C'est ça que. Alors ensuite, tu vois, Oli Priest en tant que tel, tu vois, je le connais pas. Et en plus, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est. Alors l'esthétique est là, mais en fait, le gars, il est clueless là-dessus. Un peu bizarre, mon ref, mais je prends cette information. Et surtout pour le public que ça va attirer, quoi. À Ouais. qui cette esthétique va parler. Je pense que c'est pas non plus les plus divers, les plus progressistes qui soient, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est fou. Tu vas avoir des artistes qui sont clueless sur l'image qu'ils véhiculent eux-mêmes. Alors déjà, moi, je suis politisé, donc ça me foudroie. Je qualifie ça comme de la bêtise, tu vois, ou de l'ignorance voulue, tu vois. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu lui fais la critique et que lui il fait, bah non, tu dis n'importe quoi, enfin, tu vas trop loin. À partir de ce moment-là, tu dis, ouais, là, c'est chaud, là. c'est soit il fait semblant, soit il est vraiment débile, tu vois. Ouais. Bah après, c'est aussi genre des voix beaucoup de malveillance, hein. Il y a Ouais. il y a eu des groupes dans le métal, il y a eu des groupes qui se défendaient quand on leur demandait oui, vous êtes fasciste, non? Ils disaient non, pas du tout, avec un gros soleil noir tatoué sur le bras, tu sais. Ouais, voilà. Donc, on n'a pas encore genre des DJ Soleil Noir ou des DJ Croix Gammée encore. DJ soleil noir. Ouais. Alors là, s'il y a un DJ qui s'appelle Soleil Noir, je veux bien un peu de recherche sur lui. Hein, mais... Ouais, peut-être, ouais. Par contre, ce qui est vraiment genre un vrai cancer de la techno, de la musique électro en général et tout, mais à l'instar aussi de toutes les strates de la société, c'est les VSS. Les VSS sont monnaie courante dans les backstage, dans les fosses de public, dans les soirées d'after. Et c'est ben comme voilà, ça ça est partout là. quel que soit le genre de musique, l'industrie, ça pullule, quoi, ce genre de choses. Ah ben, là, récemment, il y a eu présumé victime du coup de Guy Gerber, qui est un artiste house, progressive house, qui a été accusé d'avoir violé une femme. Cette femme a été poursuivie pour diffamation. Elle a perdu son procès, évidemment, parce qu'elle n'a pas de preuves, parce que vous en avez pas parlé avant. Bah, c'est le pas risque présent. qu'encourent toutes les femmes lorsqu'elles parlent Ouais. des agressions qu'elles ont vécues. C'est ça. Ouais, de se prendre un procès en diffamation et d'être condamné au silence pendant que leur agresseur peut vivre sa vie tranquille en toute visibilité, quoi. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à cette montée du fascisme dans les sphères électroniques, qu'est-ce qui est fait? Je veux dire, ça en est où? Déjà, il y a la prise de conscience qui se fait de plus en plus intensément. J'en veux pour preuve la Paris Electronic Week qui a lieu tous les ans à la Cité Fertile à Paris, qui est 2 ou 3 jours de conférences. Et l'année dernière, en septembre, il y avait eu 2 ou 3 conférences. Il y en avait au moins 2 sur l'extrême droite et le capitalisme libéral qui est en train de ravager en fait la techno et tous nos milieux underground. Ouais.
Et t'avais eu un de ces sujets-là où normalement les intervenants ils étaient en mode on va parler que business ou des trucs comme ça, et t'avais eu des questions dans le public de oui mais attendez l'extrême droite, et là t'as eu tout le monde qui a des oh là on l'avait pas vu venir celle-là. Donc même dans des lieux comme ça où tu dis le sujet il est crari neutre, tu vois, ou faire semblant d'être neutre, parce que quand même c'est Technopole qui est derrière. Et Technopole, gros shout-out à Technopole, qui est l'association Loi 1901, une des plus vieilles de France, qui défend en fait la techno en tant qu'institution culturelle, et qui a récemment réussi à arracher justement au ministère de la Culture le fait que les musiques électroniques françaises, dans leur globalité, parce qu'au début, la ministre de la Culture voulait mettre juste la French Touch dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, Technopole a réussi à dire non, c'est les musiques électroniques globales françaises dans le truc. Donc, les free parties, l'hardcore, des trucs comme ça, inclus dedans. Institutionnellement, et en tout cas, ensuite sur le terrain, il adviendra ce qu'il adviendra, quoi. Mais en tout cas, au niveau politique, immatériel, institution et tout ce côté-là du jeu, en fait, tout le côté institutionnel, parlementaire, politique, politicienne, tu vois, de ce côté-là de l'échiquier, eux, ils sont là-dedans. Et ils sont en mode, on va militer à l'intérieur, tu vois. Ils font c'est un petit peu du lobbying, quoi. C'est complètement du lobbying. Je crois que même eux, ils disent, on est un lobby techno. Mais c'est cool que des collectifs aussi comme ça existent, parce que c'est vrai que la musique électronique, on pense genre surtout aux scènes très underground, très, très en dehors de toute institution. Que tu aies aussi des collectifs qui existent pour défendre ce secteur-là culturel auprès des institutions, c'est super intéressant et super important. De la même manière que il y a des collectifs techno militants sur le terrain qui organisent des soirées et en même temps qui font de la RDR, qui en même temps font de la prévention anti-drogue, comme nous, ce qu'on a fait avec les articles de Vic sur la NEP et sur les drogues de synthèse un peu shady, tu vois, qui est en train de remplacer des drogues festives qui sont consommées en masse, mais qui est en train d'intoxiquer pas mal de gens parce que beaucoup de raisons économiques et tout ça, et même politiques, de contrôler ce que vous consommez, parce que maintenant on n'est même plus sûr que si vous commandez telle ou telle drogue récréative, vous allez effectivement recevoir ça. Donc il y a énormément de risques aussi de ce côté-là. Et en fait, nous, à Subrave, ça ensuite, c'est mon interprétation du truc, c'est quel rôle on va jouer en fait dans la big picture, tu vois. C'est nous, avec notre ton, avec nos articles et avec notre façon de faire, quelle est notre place en fait en tant que média engagé, électro, dans ce magma qui est justement la musique électronique en France, tu vois. Bien qu'on fasse aussi nos articles en double langue, donc anglais et français à chaque poste. C'est une place qu'on est en train de créer, parce que le média, quoi, il a 3 mois à tout péter. On est en train aussi de faire notre place et de se dire même à chaque article, c'est vraiment quelle est la partie qu'on est en train de jouer, quoi. En tout cas, moi, c'est la question que je me pose, et je sais qu'on se la pose aussi en interne, de quelle est la portée de notre message, quelle est la portée qu'on veut avoir, quelle est la portée qu'on a actuellement, et comment on fait pour justement arriver à nos fins sans trop se compromettre. Et ben en tout cas, on vous souhaite que ça ne pose pas de problème et que vous puissiez continuer à faire ces articles, à prendre position, parce que c'est méga important qu'il y ait des médias qui existent pour faire ça. Pour les recommandations, chacun des membres de Subrave a proposé un son. Le premier, c'est See You du Colombien Funk Tribu. Coucou, c'est Chrome du montage. Pour nous expliquer son choix de reco, Lou nous a fait un petit vocal, alors je lui laisse la parole avant de la rendre à Scorch. See You est une track qui me touche parce qu'elle ne m'est pas étrangère. Je suis Funk Tribu depuis ses débuts parisiens, à une époque où la musique circulait surtout par les nuits et les corps. Et le lien personnel que j'ai avec Eduardo donne à cette track une dimension presque intime. Je ne l'écoute pas seulement comme un morceau abouti, mais plutôt comme un moment, un fragment d'histoire partagée.
Musicalement, le titre s'inscrit clairement dans une filiation trans-old school. La montée est immédiate, sincère, sans ironie, portée par des progressions harmoniques simples et lisibles qui privilégient l'émotion directe. Le tempo rapide et le groove droit évoquent la rave, mais avec une grande retenue. Kick-rond, basse discrète, énergie contenue laissant respirer le morceau. Les nappes filtrées légèrement désaccordées installent un mouvement continu et une euphorie douce teintée de nostalgie, sans jamais tomber dans le pastiche. La voix, elle, sobrement intégrée, agit comme un ancrage dans le présent et équilibre la tension entre mémoire et instant. Au fond, See You est une musique joyeuse en surface, mais profondément traversée par le temps et la fragilité du souvenir. Une track juste, retenue, qui touche précisément parce qu'elle ne force jamais l'émotion. Le second son, du coup, choisi par Vic, qui est du coup le morceau Hit Them par la productrice CB, un morceau hardcore, et l'hardcore étant le style préféré de Vic. C'est un morceau qui lui parle personnellement via le fait que la musique doit être utilisée à la place des armes, donc il y a aussi un côté très pacifiste dans ce morceau-là. D'autant plus que, aussi bien à Subrave que sur les travaux de Vic pour Subrave, la mise en valeur des productrices est très importante dans un milieu où, justement, on a tendance à les invisibiliser, à les sexualiser, à les objectifier. C'est aussi important, du coup, que, en plus, dans un style dur qui est la hardcore, dans un milieu qui de prime abord est très axé mascu, qui est très puissant, qui est très bruité, très texturé. C'est d'autant plus important quand il y a des figures féminines issues de minorités qui prennent justement cette importance-là en termes en termes artistiques. Et c'est pour ça, du coup, qu'on choisit de la mettre en avant, du coup, avec cette reco. Et la dernière reco, c'est la tienne. Alors, c'est le titre Résiste de Paula Temple, qu'on a pu voir d'ailleurs ensemble, tous les deux au Cabaret Vert en 2023. Et c'était trop cool. Je choisis, du coup, le morceau Résiste de Paula Temple. Paula Temple qui a arrêté ses activités de DJ suite à la saturation de la musique art techno et de toute la scène art techno qui s'est complètement effondrée d'un point de vue des valeurs, qui a maintenant préféré faire recourir des influenceurs et des gens pas du tout légitimes à être là, à la place de gens comme Paula Temple, qui sont là depuis des années dans le milieu, qui ont une démarche aussi artistique que politique. Je voulais justement prendre un morceau de Paula Temple pour, en tout cas, la remercier d'exister, de pouvoir faire des morceaux tels que Résiste. J'aurais pu choisir aussi plein d'autres morceaux, mais ce morceau-là étant une des marques absolues de ce qu'elle produit, avec des textures, avec du bruit, avec des kicks vraiment très hardcore et indus, qui hurlent justement des convictions politiques. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est une artiste qui, de mon côté de producteur, est ultra importante, à l'instar de Dave Clark, à l'instar de Louisa, à l'instar de Maïri et Rouge. C'est des personnes qui comptent énormément, et c'est pour ça que je voulais la mettre en avant et que vous puissiez la découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Et on vous en remercie grandement vraiment pour toutes ces recommandations. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir toi personnellement, mais surtout Subrave. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit sur Internet ou ailleurs ? Pour l'instant, on n'est que sur Instagram, donc @subraves. On a des idées pour l'après, si c'est un site internet, si c'est différents formats aussi qu'on veut tester, parce que on commence aussi à investir dans du matos, moi que j'ai déjà, mais elles aussi de leur côté, dans de l'apprentissage sur du montage et tout, pour proposer ensuite de plus en plus de contenu vidéo. Parce que c'est aussi ça qui marche bien aussi sur les réseaux. Ouais. Donc pour l'instant c'est que sur Insta, mais vous en saurez plus si on décide de s'étendre ailleurs, sur d'autres plateformes, si on a justement cet élan et ce temps aussi de pouvoir aller ailleurs. Et voilà, on se retrouve du coup sur cette page-là.
Et toi, Scorch, où est-ce qu'on te retrouve? Alors moi, on me retrouve absolument partout, sauf sur Spotify, bien sûr. Je mixe sur Twitch, sur Scorch_FRA. J'ai un SoundCloud, j'ai ma page YouTube où il y a les VOD de mes mix sur Twitch. Et quand je sors des morceaux, je les sors sur toutes les plateformes de streaming, sauf Spotify, Bandcamp compris. Et voilà, ensuite, si je fais des mix à droite à gauche pour différents collectifs, des podcasts ou des trucs comme ça, je les relais du coup, principalement sur SoundCloud. Voilà. Trop bien, trop bien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, sur Twitch, sur les plateformes de podcast et n'hésitez surtout pas à passer sur le Tipeee de l'émission si vous souhaitez nous aider à faire grandir le projet et vous proposer de nouveaux formats trop cool. On se dit à très bientôt, dans 2 semaines. Salut!